Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. في برنامجكم هذا علم وحضارة, science et civilisation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'informatique et à sa transmission, aux enseignements, à la pédagogie, du learning, de l'enseignement, de l'informatique. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Selwa El Firdoussi. Bonjour. Bonjour, Sibin Makhlouf. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Et vous êtes effectivement, comme je viens de le dire, engagé dans le domaine de l'informatique. Et ici, à l'UM6P, vous êtes orienté véritablement sur le renouveau pédagogique grâce à cette informatique. Avant d'aller dans le vif du sujet de votre recherche, nous allons d'abord explorer avec vous vos motivations, votre parcours académique, mais déjà peut-être le parcours secondaire. Vous avez fait vos études dans quelle ville? Alors moi, je suis d'origine marrakchi, donc j'ai fait mes études au lycée Qadayad à Marrakech. Donc je suis un produit 100% marocain. Très bien. Donc j'ai fait mon baccalauréat au lycée Qadayad avec spécialité mathématiques, sciences mathématiques. Et aussi, je participais aux Olympiades à l'époque. Donc je suis... Oui, les Olympiades, c'est quelque chose d'intéressant peut-être à indiquer à tous les jeunes et à leurs parents qui nous regardent. Vous pouvez donner un petit indicatif sur cela? Oui, tout à fait. En fait, de nature, j'adorais les maths. Et j'adore toujours les mathématiques. Donc, je participais aux Olympiades, qui sont des problèmes qui sont très complexes, qui demandent beaucoup de recherche et aussi des défis. Pour moi, c'était plus défi que vraiment être là pour résoudre un problème mathématique. Et c'était très amusant. Moi, je le trouvais amusant, effectivement, à l'époque. Il y a l'aspect ludique, mais la structure des Olympiades, on le propose à des collégiens et à des lycéens dans les lycées marocains et les collèges marocains, c'est cela? Tout à fait, oui. En fait, c'était une fois par mois. Et on participait, c'était la classe élite qui participait en général, ou le 5e année, 6e année bac, qui participait aux Olympiades. Et c'était les samedis après-midi, effectivement, on était un groupe d'élèves et c'était pour nous un challenge de résoudre ces problèmes complexes mathématiques. C'est superbe, c'est une très belle initiative de l'enseignement marocain. Donc, vous étiez déjà bien engagé dans les mathématiques. Après, vous avez rejoint l'université dans quelle ville, dans quelle... En fait, après, j'ai fait les classes préparatoires, les classes préparatoires aux grandes oui. écoles d'ingénieurs. Donc, oui. J'ai passé 2 années. Donc, c'était une expérience un peu, effectivement, difficile. Je vous vois hésitante, oui, oui. Difficile. Les classes préparatoires, c'est quand même 2 années ou 3 où on est obligé de faire abstraction de tout et de rester uniquement dans les études. Exactement. Ça peut fragiliser psychologiquement quand même les jeunes gens, oui. Mais c'est de très belles formations. C'est une très belle formation. Mais après un baccalauréat, on n'est pas préparé. On n'était pas préparé à ce stress, à ce qu'ils attendent de nous. Et d'ailleurs, je me rappelle toujours, je ne l'oublierai jamais, que le premier examen en fait de physique aux classes préparatoires intégrées, la meilleure note était 4,5 sur 20. Donc en fait, le message que le professeur voulait nous faire passer, c'est que vous n'êtes qu'au début. Donc, si vous voulez faire quelque chose, c'est à ce moment que vous devez bouger, vous devez travailler pour ça. Et donc, pour nous, c'était une sorte de claque pour dire, on n'a oui. pas fini, oui. on n'a fait qu'une première partie de notre cursus et que le plus important, c'est à venir. Donc après, j'ai passé, mais c'était une très belle expérience dans le sens où c'était aussi de l'amitié et en même temps de la concurrence parce qu'on travaillait ensemble, mais en même temps, on voulait être le meilleur. Après, on a fait le concours national commun, le CNC. J'ai passé le CNC et je suis partie à Rabat à la découverte de l'école où je vais continuer mes études. Qui est laquelle? L'NCS, École nationale supérieure d'informatique et analyse des systèmes. Et analyse des systèmes, c'est bien. C'est donc de là que vous allez sortir ingénieur et que vous allez opter pour la recherche, puisque maintenant vous êtes à l'université, vous n'avez pas pris l'autre possibilité qui est d'aller dans le monde de l'entreprise, mais vous avez rejoint précisément l'université tout de suite, ou bien vous êtes passé par l'entreprise un moment? Tout à fait, tout à fait. Alors,
Déjà, le choix de l'ENSEAS, je toucherai un mot là-dessus, c'est que j'avais la possibilité d'intégrer plusieurs écoles, notamment l'école Mohammedia, etc. Et l'ENSEAS, c'était une école très nouvelle, donc d'où ma motivation pour l'informatique. Donc, l'ENSEAS, c'était une nouvelle. On était la 5e promotion à l'époque. Et elle était spécialisée en informatique, alors que les autres écoles offraient en fait un cursus qui était multidisciplinaire. Généraliste. Généraliste, aussi spécialisé, mais on avait plusieurs choix. L'ENSEAS, c'était une école qui était spécialisée. Donc, je voulais effectivement, vu que dans les années 2000, 98, c'est là où ils ont été marqués par une évolution technologique qui était très rapide. Donc, il a fallu quand même être intégré en quelque sorte dans ce cursus pour pouvoir innover parce qu'il y avait de la place pour l'innovation. Donc ça, c'est d'ailleurs l'intérêt pour l'informatique. Donc une fois j'ai eu mon diplôme en ingénieur spécialité en génie logiciel, donc j'ai eu la possibilité de faire mon stage de fin d'études dans un laboratoire de recherche à l'université de Lille. L'Université de Lille, en France. En France. C'est très important, je le dis à chaque fois à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs, la mobilité d'un chercheur est essentielle. On voit comment les choses sont faites ailleurs, sur le même domaine, et ça enrichit le domaine. Tout à fait, tout à fait. La mobilité, ça enrichit le domaine, ça ouvre l'esprit, ça nous permet de voir d'autres choses et aussi de découvrir. Donc, ce stage m'a donné une envie d'aller voir la recherche, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, parce qu'effectivement, je me suis dit, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je dois quand même goûter, si je peux me permettre de dire le mot, goûter au monde industriel avant de continuer dans le monde académique. Très bien. Bien évidemment, vous êtes maintenant ici à l'UM6P en tant que chercheur, mais avant cela, vous, comme vous venez de le dire, vous étiez engagé après votre stage à Lille dans le monde industriel et il y a une complémentarité entre le monde de l'entreprise, le monde industriel d'un côté et la recherche académique de l'autre. Mais décrivez-moi un peu ces années où vous étiez précisément en France avant de vous engager académiquement dans la recherche. Donc en fait, juste après mon stage, comme vous l'avez dit, j'ai intégré des entreprises donc, où j'ai pu participer et contribuer à cet essor technologique par la mise en place des différents systèmes d'information au service de l'industrie. Donc, les différents formats de l'information. Tout à fait, tout à fait. Et en même temps, on devait être en veille, en fait, en veille par rapport aux nouveautés, parce que aujourd'hui, la technologie, et même avant, ça évoluait rapidement. Donc, il fallait être en veille et suivre cette rapidité d'évolution pour pouvoir répondre à ses clients. Et en même temps, ces clients deviennent de plus en plus exigeants et leurs besoins deviennent de plus en plus complexes. Donc, c'est là où, effectivement, il y a aussi des projets de recherche qui naissent par rapport à ces besoins et à ces exigences. En réalité, c'est l'entreprise elle-même qui fait le pas vers la recherche en disant il faut qu'il y ait des choses qui approfondissent des sujets pour qu'elle puisse elle-même, comme vous dites, répondre aux exigences de l'accélération des technologies. Tout à fait, tout à fait. Donc, l'entreprise, en général, elle vient nous voir pour des problèmes technologiques. Et là, on parle des problèmes parce qu'elle ne saura pas décrire correctement comment résoudre les problèmes, mais elle le propose, voilà, nous avons un problème qui concerne cet aspect ou bien ce contexte ou cette activité particulière. Donc, l'objectif était de répondre à ces problèmes en proposant des outils simples à utiliser, des systèmes d'information, de la gestion de données, etc. C'est-à-dire que c'est tout un package dans l'ensemble qu'il faudra mettre en place pour répondre à ces différentes problématiques industrielles. Alors, comment s'est fait le déclic pour aller vers le monde académique alors que là, vous étiez, comme vous le décrivez, engagé en France dans le monde de l'entreprise et de l'industrie? Alors, en 2009, à la fin de 2009, premièrement, j'ai décidé de rentrer au Maroc pour servir mon pays.
Donc, parce que de toute façon, cette mobilité en France, elle était transitoire. Elle était transitoire, tout à fait. Objectif, c'était, comme vous avez dit, elle est très importante de faire cette mobilité. Elle est très importante de découvrir, d'apprendre aussi, parce que on est tout au long du temps, on est en apprentissage. Aujourd'hui, on apprend. On est toujours en apprentissage continu, en fait. Donc, je suis rentrée toujours dans le monde industriel, c'est-à-dire avec un poste de direction de système d'information dans un groupe hôtelier. Mais en parallèle, c'est là où s'est née cette motivation de recherche. Et effectivement, je me suis dit, aujourd'hui, il est temps, j'ai déjà contribué à cette innovation côté entreprise, mais aussi, j'ai envie de contribuer du côté de recherche et du côté de recherche appliquée, surtout. C'est-à-dire une recherche où je peux, parce que j'ai acquis une expérience, et c'est-à-dire des compétences qui me permettent facilement de comprendre le monde industriel. Et aussi, j'ai les compétences techniques qui vont me permettre d'innover et de me lancer dans la recherche. Alors précisément, maintenant, nous allons explorer avec vous, de façon plus précise, cette recherche que vous menez. Vous la qualifierez comment ? C'est la recherche que vous menez, bien sûr accompagnée de l'enseignement que vous dispensez ici à l'université Mohammed VI. Comment vous qualifierez cette recherche? Autour des données, autour du web, autour de... Alors, donc, en fait, aujourd'hui, les sujets sur lesquels je travaille, c'est surtout qui rejoignent un petit peu, en fait, mes compétences, qui est autour des systèmes d'information et plus précisément des systèmes d'aide à la décision. Et là, je vais répondre à votre question parce que les systèmes d'aide à la décision, ce sont des systèmes qu'on met en place, en fait, qui sont basés sur la technologie et qui permettent de donner ou d'aider le décideur dans l'entreprise pour supporter sa décision, que ce soit un individuel ou une organisation. Donc, ces systèmes d'aide à la décision, ils peuvent être guidés soit par la donnée, et là, en fait, nous faisons des recherches autour de la donnée, soit par les modèles, et là, la recherche, elle est plutôt orientée modèle d'optimisation, de simulation ou encore ce qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire de méthodes combinées, ou bien par knowledge, l'expertise du décideur. Donc, tout dépend de que nous souhaitons faire et c'est quoi exactement, je reviens sur ce point, c'est très important, le problème qui a été exprimé par l'entreprise ou le client. Celui qui va décider en dernière instance. Vous arrivez avec une aide technique et comme vous l'avez exprimé, orientée vers 3 éléments, soit une structuration de la donnée, soit une meilleure connaissance du domaine d'application, soit la modélisation. Et pour les 3 éléments, est-ce que vous pouvez donner des indications sur ces 3 manières qui viennent en amont permettre de configurer des outils pour la décision, donc système d'aide à la décision, SAD. Tout à fait. Donc, si on a par exemple le problème qui a été exposé ou exprimé par notre client, il concerne surtout des modèles de prédiction, par exemple, ou des modèles d'analyse des données. Donc là, on est orienté directement vers on guide notre DSS ou système d'aide à la décision via les données. Donc, ceci suppose bien évidemment qu'on a la base de données qui est prête et qui pourra nous aider à mieux explorer la décision par la suite selon l'historique et le passé de l'opération en question ou de l'activité que nous souhaitons, par exemple, prédire, optimiser, etc. Donc, si c'est un problème qui est plus de type recherche opérationnelle, c'est-à-dire qu'on souhaite, à partir d'un problème qui n'est pas structuré, le définir en un problème structuré, et donc, c'est-à-dire sous format bien précis et prédéfini, dans ce cas, on va pouvoir modéliser, formaliser plutôt, des modèles d'optimisation ou encore de simulation, ou en combinant les deux,
ou ce qu'on appelle aussi des algorithmes méta-heuristiques, heuristiques, pour Des pouvoir... algorithmes comment? Heuristiques ou méta-heuristiques. Heuristiques ou méta-heuristiques, Voilà. c'est-à-dire de découverte, d'exploration. Tout à fait, c'est de l'ex-solution parce que l'objectif, c'est de trouver la solution au problème qui a été exprimé. Donc, Mais l'énonciation du problème oriente la manière de configurer les outils. tout à fait. C'est ça qui est important. Et en même temps, ce n'est jamais vous, avec les outils que vous proposez, qui décidez. C'est-à-dire que tout cela est une aide à la décision. On recommande. Voilà, une aide à la décision. La décision, c'est tout de même la personne qui, en autonomie, a la responsabilité du projet. Tout à fait, parce que c'est cette personne qui a l'expertise. L'informatique est une science qui est multidisciplinaire, qui travaille sur beaucoup de champs d'activité. Donc, chaque type d'activité, elle a ses propres contraintes. Par exemple, en médecine, souvent on fait appel à des systèmes d'aide à la décision. Par exemple, pour un patient, arriver à collecter le maximum de données sur sa pathologie pour pouvoir, à partir de ce maximum de données, aider le médecin décideur pour une thérapeutique. Mais ce n'est pas l'outil qui va faire la thérapeutique. Bien évidemment. Et l'outil, précisément, comme vous l'avez si bien dit, il accueille des informations diverses. Là, j'ai cité un exemple médical. Par exemple, collecter en continu les données de la pression artérielle ou les données du taux de sucre dans le sang, etc. En continu, les machines font cela. Et donc, l'instruction est donnée pour pouvoir collecter toutes ces données pour permettre aux médecins de décider. Mais il y a d'autres domaines que la médecine. Tout à fait, il y a plusieurs domaines. Donc la médecine, c'est un domaine qui est très effectivement que vous avez soulevé. C'est un domaine où effectivement les technologies ont montré leur efficacité dans ce sens, que ce soit par rapport à ce que vous avez dit, des recommandations, des prédictions selon un ensemble de pathologies de patients, ou encore des expériences qui ont été partagées et apprises par la machine. Et là, on part sur de l'apprentissage machine. Donc ça, c'est aussi un autre domaine qui est très vague, qui a sa place au niveau de la recherche. Très vaste, oui. C'est le learning par la machine, c'est-à-dire la machine, on lui donne des données, elle les transforme et produit elle-même de nouvelles connaissances. Exactement. Ça, c'est très important. Ce n'est pas un outil, comment dirais-je, matériel posé à côté. C'est lui-même, il fait fonctionner des raisonnements et produit des connaissances qui, au départ, n'étaient pas prévisible complètement. Tout à fait. Je crois que c'est très important de le dire parce que parfois on a l'impression que l'outil informatique est comme un outil comme votre bouilloire ou comme eh bien non, ça fonctionne pas de la même façon. Il y a véritablement, comme vous l'avez dit, un apprentissage. Alors précisément, je sais que vous vous êtes beaucoup investi dans la pédagogie, que vous avez fait beaucoup de ce qu'on appelle le learning by doing, c'est-à-dire l'apprentissage par l'action. Ça consiste en quoi? Alors, donc, si on souhaite le learning by doing, c'est quoi? C'est apprendre en faisant. Donc, l'objectif, c'est une méthode, c'est une approche pédagogique qui permet de transmettre l'information aux étudiants en leur apprenant, en appliquant, en faisant des expériences, etc. Donc, au lieu de se concentrer sur une transmission théorique, en fait, comme ce qu'on avait avant, c'est en faisant qu'on apprend. Exactement. Donc, on met l'apprenant. C'est une vieille tradition humaine. C'est une vieille tradition. Si on prend la cuisine, par exemple, quand on regarde la cuisine, c'est un très bon exemple. Oui. Et le plus important, c'est que quand les apprenants, les étudiants, en fait, les élèves ingénieurs ou les apprenants en général, ils font ces expériences, ils sont en train de découvrir, d'apprendre et aussi d'expérimenter. Et le plus important, dans le tâtonnement parfois. Oui, ils apprennent de leurs actions et leurs erreurs. Ça, c'est magnifique. Facilement, ils assimilent facilement l'information que avant c'était très difficile de leur transmettre
Et des fois, on perdait même leur attention. Alors que dans mes cours, par exemple, j'ai toujours mes élèves concentrés parce que pendant toute la séance, ils sont à 100% learning by doing. C'est-à-dire... Donc, c'est finalement un apprentissage qui permet de mieux approprier les choses que de simplement appliquer, comme vous dites, un cours théorique. Là, c'est véritablement une pédagogie d'implication. Tout à fait, tout à fait. Et là, on peut effectivement citer, il y a plusieurs approches qui s'appuient sur le learning by doing, qui sont aussi très intéressants. C'est aussi, on parle de problem-based learning, ça veut dire c'est un apprentissage basé sur Exactement, qui repose sur un problème réel. Et là, c'est effectivement une approche que nous avions intégrée aussi à l'école pour les étudiants, en leur proposant. Et là, en fait, c'est un peu mon expérience industrielle qui m'a poussée à proposer cette approche parce que je cherche des clients. Et aujourd'hui, il y en a qui ont besoin des systèmes d'information qui expriment un problème qui ne sont pas des informaticiens. Donc, leur problème, il est exprimé d'une manière commune, exactement. Et dont mes étudiants sont affrontés à eux-mêmes pour répondre à leurs problèmes en s'appuyant et en utilisant ce qu'ils ont appris dans les autres Le département où vous enseignez ici à l'UM6P, ici à Ben Guerir, il a quel nom exactement, le département? Donc en fait, les mines, il a une spécialité en supply chain management. Donc il forme des ingénieurs généralistes. Et moi, je m'occupe de tout l'enseignement informatique à l'IMI. C'est cela, l'enseignement informatique. Et j'ai vu que dans vos travaux, et c'est même l'intitulé de votre première thèse, maintenant vous avez aussi une habilitation à diriger les recherches, mais vous vous êtes intéressé à la manière de s'orienter dans le web. C'est quelque chose de très important parce que le web est un outil formidable, mais il exige de notre part des méthodes pour s'y orienter. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques aspects de ce point-là? Tout à fait. Alors, pour s'orienter dans le web, il faut être, comme vous avez dit, très vigilant. Et il faut, pour commencer, utiliser des sites qui sont certifiés. Officiels. Des sites officiels. Pour si on souhaite faire de la recherche, par exemple, donc le plus basique, et ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui vont aller dans Google pour faire leurs recherches. Donc, certes, Google, il permet de donner des résultats qui sont très pertinents par rapport à une requête précise ou une combinaison de requêtes. Mais ces résultats donc, nous orientent vers d'autres sites web, c'est-à-dire d'autres sites pour chercher cette information. Nous devons faire très attention par rapport à ces orientations. Parce que la popularité d'un site, en général, pourquoi en fait on a des sites qui sortent en premier par rapport à d'autres dans Google, etc. Parce qu'ils ont des scores de popularité. Et ça, c'était le sujet de ma thèse de recherche. Est-ce que cette popularité vient du fait qu'ils sont sponsorisés? Pas forcément. Elle vient surtout par rapport à l'utilisation, aussi à leur retour d'expérience, parce qu'on a aussi, on donne... Plus on les consulte, plus ils ont de la popularité. Exactement. Plus ils sont consultés, plus ils ont de la popularité et plus aussi ils ont une date d'utilisation qui est récente. Donc ça, c'est aussi une information. Le score de popularité, il est basé sur plusieurs métriques. Donc il y a aussi, s'il y a par exemple, de ce qu'on appelle du scoring ou par exemple ranking en fait, c'est ce qu'on appelle le classement. Le classement. Voilà. S'il y a un système de classement aussi et dans les registres de web, parce qu'il y a derrière il y a des registres en fait de web, donc ces classements aussi sont pris en considération et ils sont effectivement calculés selon plusieurs facteurs. Il y a donc tout un algorithme. Donc il y a le classement, il y a l'utilisation. La date de mise à jour. La date de mise à jour, c'est très important. Tout à fait. Et des possibilités de tester la validité de l'information? Alors, la validité de l'information, ça devient par rapport aux personnes qui consultent. D'accord. C'est-à-dire les personnes qui consultent. Et ça, c'est mon deuxième point par rapport au s'orienter dans le web. Donc, nous devons faire très attention et vérifier ce site. C'est-à-dire vérifier effectivement
est-ce que c'est un site officiel? Est-ce que l'information, elle est correcte? Parce que malheureusement, aujourd'hui, et de plus en plus, l'information devient... avec de grands dangers d'une information non fiable. Tout à fait. Si je suis médecin, je vais pouvoir reconnaître peut-être plus facilement une information qui va me donner des précisions que je n'avais pas. Si je suis pas médecin, je risque d'avaler, si je puis dire, une information qui va compromettre même ma santé au cas où je l'appliquerai. Et ça nous arrive, donc il n'y a pas vraiment de gap par rapport à la personne, au type de personne. Vous avez raison, il y a aussi l'expérience qui est très importante. Mais nous, en tant qu'individus, on a envie d'aller voir, par exemple, on a vu qu'on a un taux de sucre qui est un peu élevé et d'aller voir un peu les effets, ainsi de suite. Mais il faut quand même l'avis d'un expert. Tout à fait. Donc, il faut faire toujours très attention par rapport à cela. Donc, l'orientation web, vous avez donné plusieurs indications. Il y a aussi, dans les travaux que vous avez menés, pardon d'y revenir, données structurées, données non structurées. Quelle est la différence entre une donnée structurée et une donnée non structurée? Est-ce que ça veut dire qu'elle est plus fiable? Non, c'est pas ça. Quand on parle de données structurées, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, donc, les données structurées, ce sont des données qui suivent un format qui est préétabli. D'accord. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, toujours dans le contexte de résoudre les problèmes des entreprises, oui. Donc on peut prendre un exemple qui est la gestion de leurs clients. Donc très simple. Oui. Donc pour avoir leurs clients, on peut modéliser un schéma. On va dire qu'un client d'une entreprise, il va avoir un nom, un prénom, une adresse, etc. Et on va définir un format bien défini d'adresse, de téléphone. Donc là, on parle de données structurées. Donc les données structurées, elles sont plus faciles à analyser. Oui, c'est cela. Et d'ailleurs, l'exemple le plus simple, je donnerai l'exemple très simple qui est Excel. Ça, c'est Excel. Excel, c'est une donnée structurée. Tout à fait, gère les données structurées. Les bases de données relationnelles aussi. Les bases de données relationnelles, j'ai bien compris. Les données non structurées? Les données non structurées, c'est que je traite la donnée telle qu'elle est. C'est-à-dire, je la stocke telle qu'elle est. J'ai eu un fichier... Elle a un côté brut, c'est ça? Elle a un côté brut et... Je reviens Par exemple, qu'est-ce que ça peut être? C'est là, effectivement, quand on a pour structurer la donnée, ça prend du temps. C'est cela. Et ça prend de la place. Mais quand on parle de masse de données, de grandes données, là, on ne peut pas les structurer. Ça devient beaucoup plus difficile de structurer et surtout de les analyser. Et surtout aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, par exemple, les algorithmes machine learning, etc. Donc, on a en général derrière des données non structurées. Donc la massification des données est plus quand même orientée vers des données pas trop structurées. Et c'est très difficile de les structurer aussi. Alors, en raison de leur masse. Leur taille, de leur masse. Et on ne trouvera pas de base de données qui va vraiment pouvoir stocker toute cette masse de données, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fiable. Pour revenir à la question de fiabilité. Mais est-ce qu'elle touche plus les gens qui consultent spontanément le web, les données non structurées, ou est-ce que les données structurées sont tout de même faciles d'accès? En fait, par rapport aux accès des données, en général, on a en fait ce qu'on appelle des cadres ou des frameworks, en général un système d'information qui accède des données. Donc ces personnes qui vont consulter le web, certes, ils vont accéder à des données. Mais le traitement de la data, que ça soit structuré ou non structuré, elle se fait en back. C'est-à-dire, c'est côté IT 100%, c'est-à-dire côté équipe informatique qui va effectivement pouvoir traiter ces données, que ça soit des données structurées ou non structurées. Mais le web, c'est un exemple de données non structurées. C'est cela. Ouais. Nous arrivons à la fin de l'émission, ça va très très vite. Je voudrais, pour les dernières minutes qui nous restent, revenir sur 2 points. Le profil de vos étudiants, ce qui les intéresse. Et deuxièmement, la grande question au Maroc, c'est de l'illettrisme numérique. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où déjà nous n'avons pas complètement un 100% de gens alphabétisés. Et alors on ajoute à cela
l'illettrisme numérique, les gens qui ne savent pas utiliser précisément les outils informatiques. Un petit mot sur chacun des points, c'est-à-dire vos étudiants, leur profil, leurs intérêts, et puis la question de l'illettrisme numérique, si vous y avez un petit peu déjà réfléchi. Alors, donc pour commencer par la première question, donc nos étudiants, ce sont leur profil, c'est ce que je disais, c'est un profil d'ingénieur généraliste. Donc ils peuvent effectivement, ils ont plusieurs spécialités, soit dans le management supply chain management, le management industriel, ou bien le management des entreprises, ou bien le management, en fait, la science des données. Donc, c'est dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ils sont intéressés par, en fait, différentes technologies, c'est-à-dire dans le contexte de l'informatique surtout par rapport aux cours en informatique. Ils sont très intéressés par l'informatique en général. Et d'ailleurs, en fait, on voit beaucoup d'applications, que ça soit dans leur stage de fin d'études, ce qu'on appelle les études d'option, que ça soit dans leur vie professionnelle. C'est l'informatique généraliste. Pour eux, que d'abord, pas directement spécialisés dans un domaine particulier, c'est ça? En fait, ils sont des ingénieurs généralistes qui sont capables de travailler dans plusieurs domaines parce qu'ils ont une formation. Donc, il faut bien asseoir la formation générale, c'est ça? Tout à fait, oui. Ce sont des ingénieurs généralistes qui sont capables, et je répète, de travailler dans plusieurs domaines, dans l'industrie, comme dans la recherche, parce qu'on a aussi des ingénieurs qui poursuivent leurs études doctorales aussi à l'IMIL, ou dans l'académique, etc. C'est-à-dire qu'ils ont une formation qui est généraliste, mais qui est très complexe, parce qu'on insiste beaucoup sur la technicité. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on insiste sur cette technicité en se basant sur le learning by doing. C'est-à-dire que déjà dans leur cursus, ils ont beaucoup pratiqué. Donc c'est ce qui les aide aussi à pouvoir facilement s'adapter à n'importe quel domaine. Alors ça, c'est des gens très très formés, et la masse des gens qui ne sont pas formés, avec leur illettrisme numérique, que va-t-on faire? Donc, je vais aller direct. Donc, cette incapacité d'utiliser des ordinateurs, des softwares, etc., c'est très désavantageux pour eux. Surtout qu'aujourd'hui, on a beaucoup de services qui sont accessibles via le net. L'accès à l'emploi, des services gouvernementaux, l'information, on en a parlé. Les services gouvernementaux, merci de souligner cela. Pour avoir accès à beaucoup de services démocratiquement, eh bien, il faut passer par des inscriptions en ligne, par des informations en ligne. Tout à fait. Et c'est pour ça, j'insiste sur ce point. Aujourd'hui, cette inclusion numérique, elle devient très, très, très importante. Mais oui. Alors, pour passer son permis, pour avoir accès... Exactement. Même la demande d'acte de naissance. À la CNSS, son numéro... demande de CIN, de rendez-vous. Le rendez-vous pour la CIN, oui. Tout à fait. Donc là, ce que je propose, c'est qu'en plus de la sensibilisation, donc même si on sensibilise, il y a deux défis majeurs. Donc le premier défi, c'est l'accès à Internet. Il faut qu'on ait des accès à Internet équitables. Et là, je parle plus du rural, c'est-à-dire bien distribué sur tout le territoire. Voilà, ça c'est très important. C'est le premier point en fait. Si on n'a pas cet accès, on ne va pas pouvoir effectivement utiliser les outils informatiques, utiliser des différents services, ainsi de suite. Et le deuxième point, et ça, je pense que ça va beaucoup aider, c'est des campagnes de sensibilisation et de formation. Oui. Et là, il faudra qu'on cible plutôt le rural, et je ne parle pas que du rural, et aussi les générations, les autres générations. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour la génération nouvelle, c'est plus simple d'aller sur Internet, de pouvoir remplir un formulaire, etc. Mais moi, je parle par exemple des personnes qui ont les 60 ans, 70 ans. Ça devient très compliqué pour eux de payer leur facture d'Internet ou de payer la facture d'électricité. Ils sont obligés de se déplacer. De recevoir sur leur portable les factures. Tout à fait. Et donc là, pour ce point exactement, je pense que ça serait très bénéfique pour ces différents fournisseurs de services de mettre en place des tablettes dans leurs agences ou des personnes où, si je me déplace
ils peuvent me montrer, m'installer l'application et me montrer. Il y a quelqu'un qui accompagne. Exactement. Oui, c'est très bonne Et donc, suggestion. voilà. Et donc, je pense qu'ils vont le faire pendant 1 année, voire 2 ans. Ça va régler beaucoup le problème. Donc, cette personne, elle sera beaucoup plus à l'aise en payant sa facture chez elle que vraiment d'aller se déplacer à l'agence pour payer sa facture. Et aussi pour le CIN, ainsi de suite. C'est-à-dire cet accompagnement. Et là, il faut une collaboration avec ces entreprises pour pouvoir aider ces personnes. Et aussi prévoir des campagnes spécialisées qui vont être dans le monde rural. Ah oui, je vois bien. Ben voilà, nous arrivons à la fin de notre émission avec ces belles indications sociétales. Et je vous félicite encore une fois pour avoir soutenu votre habilitation à diriger les recherches dernièrement, donc pour votre engagement de plus en plus grand dans la recherche, tout en gardant un petit œil vers l'entreprise parce qu'elle nourrit aussi votre réflexion. Merci beaucoup, Madame El Firdoussi. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.